Continuons dans le domaine économique, volet agriculture. J'ai lu quelque part l'instauration de la culture des tech dans le domaine de l'agriculture, c'est-à-dire encourager vos parents à cultiver le bois de tech et justement à intégrer aussi d'autres cultures qui ne sont pas, je dirais, nouvelles. Pour vous, en tant que candidat et celui qui sera le député de nation, quelle innovation vous voulez apporter à l'agriculture? Merci. D'abord, pour l'agriculture, il faut moderniser l'agriculture, il faut mécaniser l'agriculture, il faut transformer sur place les produits agricoles. Donc, nous allons travailler à la transformation des produits agricoles, notamment les produits de l'anacarde. Il faut trouver des voies et moyens, des opérateurs pour venir implanter une unité industrielle de transformation de l'anacarde sur place. En plus de cela, il faut mécaniser cette agriculture-là. Et il faut moderniser la pratique de l'agriculture. Nous avons un centre de formation à Nassia. Il faut introduire des volets de la formation agricole pour qu'on ait des paysans modernes et modèles qui sont à même de transformer en tout cas cette matière-là, depuis la production jusqu'à comment on appelle cela, la transformation. Il faut trouver un partenariat solide avec l'Inde, par exemple, qui est dans le domaine de l'anacarde, et voir comment eux, ils arrivent à pouvoir rentabiliser la production de cette anacarde-là. Donc, nous serons en contact avec ces opérateurs pour que l'anacarde soit valorisée au niveau des nations. Mais les techs participent de la diversification des cultures. Parce que le constat, c'est que pratiquement nous avons deux cultures, l'anacarde et puis les vivriers. Et ce qui fait que, à un moment donné de l'année, quand il n'y a plus d'anacarde, il n'y a plus les cultures vivrières, c'est la pauvreté. Donc il faut introduire une autre culture qui aura deux dimensions, la dimension écologique et la dimension industrielle. Écologique parce que ça va capter les pluies et pour davantage irriguer notre département, et de façon industrielle parce que les bois de teck sont économiques. Et c'est pour ça que nous avons fait appel au concept d'épargne verte. Un hectare de teck, à terme, 15 ans après, vous pouvez avoir au moins 100 millions. Ça veut dire que si vous avez 10 hectares de teck, c'est au moins 1 milliard après 15 ans. Mais au lieu que les gens soient à attendre pendant 15 ans, nous allons commencer par les cultures vivrières, ensuite l'élevage de toute nature, les bœufs, les caprins, les ovins, les porcins, etc., dans les tecs. Et pendant qu'ils attendent l'exploitation à terme des tecs, l'élevage et les cultures vivrières vont leur permettre donc de supporter le temps d'attente. Et je pense que si nous le faisons pour le département des nations, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, Nation sera véritablement prospère. C'est une autre forme de lutter contre la pauvreté. Donc, ça nous tient à cœur et nous allons nous y mettre avec tous les opérateurs techniques du secteur, les eaux et forêts, l'OIPR, la SODEFOR, et déjà, ils sont à pied d'œuvre là-bas pour permettre la concrétisation de ce rêve-là et de faire en sorte que la pauvreté puisse finir dans notre région. Ça va nous permettre, les techs également, de pouvoir mobiliser les ressources du parc. Parce que le parc national de la Komoué génère beaucoup de ressources financières, beaucoup de ressources économiques. Et en partenariat avec ceux-là, et les techs, pour des raisons écologiques que nous faisons, pour ne pas aller agresser le parc, ça va nous permettre donc d'avoir des financements de ce parc-là pour entretenir ce verger-là. Justement, ces financements permettront de faire quoi? À quoi ils serviront aux populations? Les financements vont permettre aux populations de se prendre en charge dans l'élaboration de ces plantations. Parce que quand nous allons le faire, il faut justifier les projets. Les projets, c'est pour ne pas qu'à terme, les populations aillent agresser le parc. Or, le parc national de la Komoué génère assez de ressources financières. C'est une ressource écologique mondiale
Et tous ceux qui sont prêts à accompagner cette initiative-là de sauvegarde de ce patrimoine sont appuyés par, comment on appelle cela, les ressources du parc. Et ces ressources vont permettre de faire des micro-projets pour les populations. Les micro-projets pour faire le commerce, pour produire des cultures vivrières et bien d'autres choses, pour faire d'autres spéculations. Et avant 2010, il y avait des projets de cette nature-là pour les populations riveraines du parc. Et ils bénéficiaient des subventions du parc pour se prendre en charge. Donc, il y a ces projets-là. Mais il faut connaître les réseaux, il faut pouvoir mobiliser ces réseaux-là. Et je pense que nous allons créer un partenariat avec tous les gestionnaires du parc, de sorte que nous puissions avoir ces financements. L'autre appui, c'est que aujourd'hui, le parc a besoin d'être entretenu, a besoin d'être sauvegardé. Donc, toutes les voies où la ceinture du parc doit être bitumée. Donc, ça, c'est des grosses œuvres. Et je pense que si nous justifions le fait que le parc a besoin d'être sécurisé à travers une route appropriée, la Banque mondiale peut nous soutenir dans le bitumage de la ceinture du parc. Et vous savez bien que au moment où on prenait ces terres-là à nos populations, il n'y a pas eu une compensation. Nous allons faire aussi des projets de compensation, de sorte que les populations qui ont été délocalisées de ce parc-là puissent bénéficier des appuis des gestionnaires de ce parc-là. Entre autres, j'ai parlé des routes, l'électrification rurale, l'eau, et puis bien sûr d'autres infrastructures telles que les écoles et même les logements. Parce que quand vous avez déguerpi des gens pour une raison nationale, nationale, mondiale, ils doivent être capables de compenser cela. Et nos parents attendent cette compensation depuis près de 50 ans. Et je pense qu'il faut une autorité de renom qui est sensibilisée la question pour sensibiliser les autorités ivoiriennes de sorte que à court terme on puisse véritablement recaser tous ceux qui ont été abusivement délocalisés sans compensation. Donc le parc peut nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Parlant du commerce et de l'artisanat, qu'est-ce que vous comptez faire pour encourager vos parents, puisque ce domaine il est relativement dans encore les tiroirs au niveau du département des Nations? Merci. Pour le commerce, il faut d'abord sensibiliser les populations, il faut les former. Il ne faudrait pas que ce soit le commerce informel. Il faut les amener à sortir du commerce informel. Il faut les organiser en coopérative. Il faut les former. Et nous avons les moyens de la formation. Il faut les mettre en réseau. Et aujourd'hui, Nation peut être en réseau avec les pays voisins. Le Ghana, le Burkina, le Niger, le Mali, le Tchad, pour que les produits, toute la production des nations, que ce soit production des vivriers ou les productions artisanales, que ces productions-là, il y ait des échanges entre les pays que je viens de citer et nations. Nous allons créer les conditions. Nous allons donc installer des points focaux dans ces pays-là pour que, par exemple, la production vivrière puisse être acheminée dans ces pays-là. Nous allons créer aussi un réseau de relations, de partenariat entre les départements voisins et entre les régions voisines, de sorte que Nation ait accès au gros marché de Bouaké, au gros marché d'Abidjan et ait accès également au marché des pays étrangers tels que le Ghana, le Burkina, le Mali, le Tchad, le Niger. Et je pense que avec ces relations de partenariat avec nos voisins, je pense que l'organisation de nos braves jeunes femmes, en tout cas en somme de nos populations, nous pouvons donc promouvoir un commerce gagnant-gagnant entre tous les partenaires que je viens de citer. Merci.